Hello, hello. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de ce qu'est la blessure de l'humiliation, pour laquelle j'ai écrit et composé un pilotage sonore adapté qui se veut le plus exhaustif possible, bien évidemment. Donc musique très très dense en termes de champ informationnel. Tout d'abord, nous allons définir ce qu'on appelle la blessure de l'humiliation. Donc le masque associé à cette blessure, c'est entre guillemets le masochiste. Voilà. Les origines émotionnelles de cette blessure peuvent être dues au fait qu'elle se développe quand l'enfant est souvent rabaissé, humilié ou jugé pour ses besoins naturels. J'insiste sur le mot besoin, très important. Alors, les besoins naturels, c'est tout simplement l'alimentation, la propreté, etc., etc. Alors, cela peut venir d'un parent très critique, moqueur ou qui fait ressentir à l'enfant qu'il est, entre guillemets, un fardeau. Comment on va se comporter justement quand on est assujetti à cette blessure d'humiliation? On va avoir tendance à se dévaloriser ou à accepter des situations dégradantes. Alors le but justement, c'est de ne plus se sentir dévalorisé, vous l'avez compris, et puis de ne plus tolérer des situations dégradantes. Voilà. Et à mesure qu'on travaille les pilotages et les axes, on change. Voilà, on change de façon de penser, on change de façon de réagir, on change de façon de faire, etc., etc. Le type de comportement qu'on peut avoir aussi, c'est d'avoir un sentiment de culpabilité excessive, même sans raison valable. Il va y avoir également des comportements d'auto-sabotage, car on va penser qu'on ne mérite pas du tout le succès ni le bonheur. Et il va y avoir aussi des attitudes de sacrifice, d'oubli de soi, pour sauver les autres. Donc on va avoir tendance à toujours s'oublier pour les autres et pour sauver les autres. Quelles sont les phrases types de ces croyances limitantes ? Alors, on va se dire tout le temps je ne suis pas digne. Puis si je réussis, je devrais en payer le prix. Vous savez, ce phénomène du syndrome de l'imposteur, où quand on réussit, on a tendance à culpabiliser d'avoir réussi, alors que c'est au prix de notre travail et de notre sueur qu'on a réussi justement. Voilà. Alors, je dois m'occuper des autres, mes besoins ne comptent pas. Voilà, ça, alors c'est un conditionnement, c'est l'éducation, mais bon. On parlait de neuroplasticité ce week-end, du fait que quand on est enfant, notre cerveau, il est super plastique, on peut le former, le moduler in utero et il est sur les premières années encore plus. Donc vous voyez, quand on a été formaté pour se comporter comme ça, c'est très compliqué ensuite de réussir à en sortir. Donc il y a plein d'exercices à faire au quotidien, évidemment. Donc quels sont les axes guérison qui vont être considérés en fait dans ce travail? Ça va être en premier lieu donc évidemment la revalorisation personnelle. C'est-à-dire que il va falloir reconnaître ses qualités et ses forces, même les plus petites, parce qu'on en a tous évidemment. Savoir les reconnaître, c'est encore autre chose, c'est un autre travail. Alors en second lieu, chose très importante, qui nous concerne beaucoup les femmes, je pense, c'est d'apprendre à poser des limites, savoir dire non sans culpabilité. Voilà. C'est aussi quelque chose de très difficile à faire. Troisièmement, il va y avoir la libération de la honte, c'est-à-dire d'avoir le droit de partager ses ressentis avec des personnes confiance, exprimer ce qui a été tu et de dire ce qu'il en est. Alors, on parle également de thérapie corporelle, quatrièmement. Donc, c'est de se reconnecter positivement avec son corps. Alors, des activités qui vont favoriser ce type de connexion, ça va être par exemple la danse, les massages ou le yoga, voilà, où on s'ancre dans le corps en fait énormément. Cinquièmement, ça va être d'affirmer ses besoins. Et oui, identifier ce dont on a envie sans se sentir coupable, parce que oui, nous sommes des individus avec des besoins.
on n'a pas à se sentir coupable, sauf si on a été éduqué, formaté, mais souvent c'est des formatages qui se font de génération en génération, en raison de codes culturels, voilà, qui font que on a besoin de se sentir tout à fait fidèle à ces règles tacites ou explicites. Et donc, bah non, on a des besoins et bon, pas n'importe lesquels non plus, mais bon, voilà, il faut quand même accepter de se dire: «Bah stop, moi je vais rompre avec ce cycle». Donc je vous invite à vous référer aussi à la collection sur le transgénérationnel, hein. Parce que vous voyez, pour moi, ce genre de choses relève énormément de la reproduction sociale. Et ce travail-là aussi, il va être fait à travers les pilotages pour les guérisons du transgénérationnel, de ce qu'on hérite de nos ancêtres. Même si nous, on l'a pas vécu nous-mêmes, on hérite de certaines choses. Bon, voilà. Alors après, les vies passées, mais ça, c'est encore un autre truc. Et évidemment qu'en fonction de notre genre, je pense qu'il y a des sujets qui vont revenir assez souvent. Quel exercice pratique peut-on mettre en application tout simplement pour travailler sur ce sujet? Eh ben, on va avoir ce qu'on appelle le miroir de la dignité. Dire que chaque matin, vous allez vous regarder dans un miroir, vous allez vous dire à voix haute, je suis digne d'amour, de respect et de succès et je mérite le meilleur. Donc même si cela semble inconfortable au début, cette répétition va créer un changement profond. Et oui. Alors la répétition, pourquoi? Bah évidemment, parce que le cerveau, comme il est plastique, bah, il remet en place des nouvelles connexions tout simplement, et au bout de 1 mois à peu près, quand on change ses habitudes, bah, on arrive à ancrer ses habitudes. Et inversement, si on développe des mauvaises habitudes, bah, avec le temps, elles vont avoir tendance à s'ancrer aussi. Donc faut être très vigilant là-dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai mis en place pour vous aider, nous aider tous en fait à surmonter cette fameuse blessure d'humiliation? Eh bien, je vous dirais que le socle évidemment de tous ces pilotages en lien avec les blessures, comme souvent elles sont conditionnées, qu'elles surviennent dans l'enfance, bien évidemment on travaille sur l'amour éternel, l'amour forme diverses sous toutes ses formes. Mais on va aussi normaliser toutes les périodes d'âge, que ça soit l'âge puéril, l'âge bas, l'âge préscolaire, l'âge scolaire primaire, l'âge adolescent, l'âge jeune, l'âge adulte, l'âge mental, mais aussi l'âge psychologique versus l'âge chronologique, parce que bah on a un âge chronologique, on va dire, qu'on va appeler, si vous voulez, un peu l'âge biologique, je pense. Mais vous voyez, on peut très bien être un grand professeur dans une discipline avec des doctorats, des trucs, et avoir un âge émotionnel ou psychologique qui, dans certains domaines de vie, va être celui de 5 ans, quoi. Enfin, moi, je suis parfaitement consciente, par exemple, très personnellement, que je n'ai pas le même âge en fonction des sujets desquels on va discuter. Voilà. Alors, les séquences Grabovoi que j'ai mobilisées autour de ce sujet qui est l'humiliation. Donc, travail fourni, comme d'habitude, très diligent. Ça fait des mois déjà que j'ai écrit cette composition, mais je l'ai encore complétée parce que j'avais besoin d'approfondir un peu plus certains axes, notamment celui autour des besoins. Voilà. Donc, évidemment, ce qu'on va retrouver, c'est la protection psychologique, la confiance en soi, l'estimation de soi, l'affirmation de soi. Pour tout ce qui est auto-sabotage, on a ce qu'on appelle l'allergie auto-immune. Alors, c'est compliqué parce qu'il faut définir avec les définitions de Grabovoi. C'est cette façon de s'auto-agresser, d'avoir des comportements et des actions, mais complètement agressifs vis-à-vis de soi-même. C'est de s'auto-accuser tout le temps, de s'auto-dévaloriser, de même s'infliger des blessures aussi, ça peut être ça. Voire aller jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire avoir des comportements suicidaires. L'amour condition, même si ça cible pas complètement, ça concerne un peu les hommes, on va dire, en plus. Bah, c'est que voilà, il y a des phénomènes de dégradation, d'autodégradation, donc en appliquant ce principe aux relations amoureuses, par exemple, bah, on va avoir tendance à
heu, perdre tout support moral et se dégrader. Donc barrière psychologique qui va nous empêcher un petit peu de faire telle ou telle action parce que, on va être passif par rapport à certaines choses, parce qu'on va avoir peur, on va avoir des incertitudes et cetera. Et donc voilà, on va essayer de normaliser tout cela. Et on va surtout normaliser, le fait d'accepter d'avoir besoin d'avoir du succès à travers le motif d'aboutissement et le motif d'aboutissement du succès, parce que, parce que dans ces cas-là, on a peur de réussir, et si on réussit, ben, on va culpabiliser d'avoir réussi. Donc bon, finalement, c'est le serpent qui se mord la queue, alors que non, il faut pas, parce qu'on a besoin de réussir, pour se réaliser, d'une part, mais aussi parce que, quand on réussit dans des choses, ben, on apporte des choses majeures à la société. Et c'est pas en créant un peuple de gens, complexés qui ont peur de réussir, qu'on va réussir à faire avancer les civilisations. Donc vous voyez, votre réussite personnelle, de toute manière, va permettre aussi, d'aider, les gens qui sont autour de vous, d'aider, par extension, votre famille, et par extension le pays qui est une famille, «agrandie» entre guillemets, voilà. Alors, pour ça, il faut avoir la motivation de réussir. Et pas avoir peur, d'échouer, et pas avoir peur de réussir non plus. Donc c'est compliqué, parce que quand on n'aime pas, paraître, voilà, quand on veut rester un peu dans son coin, tout ça, enfin, c'est pas évident. Donc pour se lancer, faut y aller. Et retrouver la joie aussi, hein, donc à travers le sentiment, qu'on appelle sténique, hein, qui est un état émotionnel positif. On va aussi traiter ce qui est conflit interpersonnel. Alors pourquoi? Parce que bon, quand on parle normalisation, c'est soit on n'en a pas assez, soit on en a trop. Donc si vous voulez, quand on commence à s'affirmer alors qu'on a l'habitude de se l'écraser, on va peut-être parfois avoir tendance à ne plus se laisser faire. Vous voyez? Donc nous, on a eu le cas chez les personnes qui pratiquent des pilotages, qui avaient tendance à ne pas s'affirmer dans leur mérite et dans le respect qu'on leur devait, et qui, en s'affirmant, ont généré des événements positifs, pensant au départ, comment dire, déclencher, des conflits entre guillemets, mais ne se rendant pas compte elles-mêmes que c'était des conflits sains, tout simplement parce que ces conflits sains avaient pour but, de normaliser leur estime et leur affirmation d'elles-mêmes et leur estime de soi. Et donc, par ailleurs, ont obtenu des augmentations de salaire derrière, etc., parce qu'elles se sont affirmées, elles ont dit « moi je fais du bon travail, moi je fais ceci, moi je fais cela ». Ouais, vous verrez que depuis quelques mois, je fais un petit peu la même chose aussi, parce que voilà, il n'y a pas de raison qu'on se l'écrase tout le temps. Et ça, c'est un comportement typiquement féminin, parce que si on fait le contraire, eh ben, il y a eu des études de fait à Harvard là-dessus, il y a eu plein d'expérimentations. Ouais, une femme qui s'affirme et qui tape du poing sur la table, bah, elle est vue comme quelqu'un d'agressif, de méchant, de peau de vache, de carriériste, etc. Alors que si un homme fait ça, on va l'admirer. Voilà, sauf voilà, les hommes font tout ça, mais parce qu'ils sont poussés par leur testostérone. Si nous, on s'amuse à faire la même chose, ben on va être taxé des pires trucs. Alors que non. Non. Donc moi, je suis bien consciente parfois quand je me clash, quand je rentre dans un clash avec quelqu'un, c'est pour effectuer une affirmation de soi, de mes besoins, du respect de mes besoins élémentaires, qui a du mal à être positionné au préalable. Donc, vous voyez, donc normaliser un conflit interpersonnel, c'est pas juste empêcher le conflit. Ça peut être des fois aussi de le déclencher quand c'est nécessaire. Vous voyez, la normalisation, on est 1 million d'années-lumière de savoir c'est quoi une normalisation. En revanche, faut comprendre que quand on panique parce qu'on est rentré en conflit avec un supérieur hiérarchique, ou avec un conjoint, ou avec un parent, ou ceci, cela, c'est que y a des moments, on en a marre de se l'écraser, et puis qu'on normalise, en fait. On fait respecter ses besoins, et à travers ça, on a de l'amour pour soi aussi. Après, le but, c'est pas d'être agressif, on continue tout ça, c'est pas du tout ça le but, mais c'est de savoir s'affirmer quand c'est nécessaire. Bon. Comme dans la blessure d'humiliation, on a affaire aussi à des personnes qui vont avoir du mal à poser leurs limites. Quand elles ne posent pas de limites, on ne respecte pas les leurs, parce qu'elles savent pas les faire savoir, en fait, tout simplement. Et donc de fait, elles amputent leur propre liberté d'être. Donc on travaille à la normalisation de la liberté.
ainsi que de la moralité, parce que forcément, on va se dire, bah non, je peux pas faire ça parce que c'est pas moral, machin. Non, il y a un moment, stop, faut arrêter de subir les contraintes de la conscience collective. Il faut accepter d'évoluer, de voir les choses en face, sinon on serait encore au Moyen-Âge, on n'aurait pas évolué, on serait encore à l'heure actuelle en train de faire travailler des enfants, ce qui est toujours le cas dans le monde, mais vous verrez que dans nos sociétés occidentales au 19e siècle, en Angleterre, en France, on faisait travailler des enfants, que petit à petit, on a appris à arrêter de mettre les enfants au travail et les mettre plutôt à l'école. D'accord? Donc tout ça, c'était sûrement normal à cette époque-là. C'était sûrement très moral de faire travailler des enfants, mais on sait tous aujourd'hui, en tout cas en ce qui nous concerne occidentaux, que c'est pas normal de faire travailler des enfants. Autant que c'est pas normal de marier des filles à l'âge de 15 ans et de leur faire avoir des enfants aussitôt, voire même bien avant. Voilà. Et pourtant, il y a des sociétés où c'est considéré comme normal. Voilà. Alors ensuite l'activité, pourquoi? Parce que l'activité, c'est le fait d'agir pour aller satisfaire ses besoins, tout simplement. Une personne qui est dans la blessure d'humiliation ne respecte aucun de ses besoins. Donc forcément, personne ne va respecter ses besoins si elle-même n'arrive pas à poser des limites et si elle n'arrive pas à satisfaire ses propres besoins en s'oubliant pour aller satisfaire justement ceux des autres à la place. Voilà. Donc on normalise l'aspiration également parce que le besoin primaire d'un individu, c'est de se réaliser. C'est d'avoir envie de faire des choses, d'avoir la pulsion d'avoir une dynamique qui va le pousser vers une meilleure situation, vers un meilleur travail, vers une meilleure situation amoureuse, vers une meilleure situation familiale, vers une meilleure situation économique, etc. Pour faire respecter ses besoins et dire on n'a pas de limite en fait. On a le droit à ce qu'il y a de meilleur et dans tous les domaines de la vie. Donc voilà, l'aspiration, c'est un concept clé dans la psychologie de la forme Gestalt. Donc si vous voulez, si on n'a pas d'aspiration à faire des choses, l'individu n'évolue pas et la société, par extension, n'évolue pas non plus et les civilisations non plus. C'est grâce au fait que des individus aient des aspirations et fassent en sorte de réaliser leurs aspirations qu'on fait avancer à chaque fois l'humanité. Voilà. Et je vois nombreux utilisateurs des pilotages sonores qui par bonheur travaillent des compétences très spécifiques, etc. parce qu'ils ont une aspiration à faire mieux et ces personnes-là vont être les moteurs de ce changement civilisationnel. C'est des personnes qui acceptent de travailler, qui acceptent de faire des choses et qui aussi acceptent de dépenser des sous pour se former, pour s'améliorer, etc. Donc grâce à eux, on va faire passer l'humanité à un autre cap, parce que là, on est à l'aube de ce changement civilisationnel, et que de facto, si on n'est pas poussé à se réaliser et s'auto-réaliser, forcément, on va continuer de stagner, quoi. Enfin voilà. Donc voilà. Donc on va travailler aussi sur le désir, parce que forcément, le désir va nous pousser à vouloir faire des choses, réaliser des choses ou acquérir des choses. Par exemple, les personnes qui rêvent d'ouvrir des centres d'éternité avec les 3 PRK1U qui rayonnent à 25 km à la ronde. Quand il y en a plus, on peut atteindre des rayons de 500 km. C'est un désir. Mais c'est un désir pour soi, mais pour autrui aussi. Parce que forcément, si on le fait, ça va agir sur tout ce qui nous entoure. Vous comprenez? Alors, on va normaliser également la conscience de soi, parce que il faut comprendre son propre statut social et ses besoins vitaux en tant que niveau supérieur du développement de la conscience. Donc c'est aussi la base de la formation de l'activité intellectuelle, entre autres choses, mais c'est l'autonomie de l'individu aussi dans ses propos et dans ses actes qui va rentrer en jeu. Le conflit névrotique va être normalisé aussi. Donc le conflit névrotique, c'est la contradiction entre la personnalité et les aspects de la réalité qui vont être importants pour elle et qui seront résolus de façon irrationnelle et non constructive. Donc ce qui est accompagné d'émotions douloureuses, de son échec, de l'insatisfaction de ses besoins, de l'inaccessibilité des objectifs vitaux. Donc vous comprenez tout ça, quand on ne respecte pas ses besoins, en fait on se rend malade tout seul. On se rend malade. Vous voyez, là l'autre jour je travaillais sur la musique pour la trahison. Toutes mes douleurs de dos ont repris. Littéralement, les douleurs, c'est comme si on me tranchait la tête, en fait.
Donc là, vous voyez le fameux coup de poignard dans le dos, bah je l'ai senti au sens littéral, quoi. Par contre, le lendemain, j'ai passé la journée à écouter les playlists pour le dos pour normaliser les douleurs et ça a fonctionné, j'avais plus mal. Mais vous voyez, il y a pas de hasard si en travaillant sur ce sujet, c'est venu réveiller des douleurs. Que j'arrive à stabiliser, voire éloigner depuis un bon moment déjà grâce au son, je peux vous assurer que si c'est le cas, c'est que c'est venu réveiller des choses et me faire prendre conscience que cette blessure était véritablement existante. Vous voyez ? Voilà. Donc parmi les ressentis, on peut les compter, ces fameuses douleurs. Parce que c'est le signe qu'il y a quelque chose qui est en train de se restaurer. Par contre, si on lâche le contrôle, ben, on n'arrive à rien. Donc là, heureusement, j'ai une collection assez étoffée pour pouvoir agir sur presque tout. Cependant, bah oui, c'est désagréable, mais il faut piloter. Et bon, bah, le pilotage sonore permet d'accélérer le processus, de l'intensifier, de l'amplifier, etc. Donc en 24 heures, pareil, hein, c'était réglé. Bon, alors on va normaliser aussi l'arc réflexe. Schéma. Alors c'est quoi ? Bah oui, c'est des noms bizarres comme ça, mais il faut comprendre les définitions de Grabovoi pour être dans cette ultra précision mathématique, vous voyez, qui font que ces pilotages sonores sont efficaces parce que les sujets sont creusés, sont fouillés, sont recherchés, sont abordés avec beaucoup de sérieux et de diligence, voilà, et ça demande des mois de travail, voilà. En l'occurrence, pour les blessures, bah c'est le cas, par exemple. Donc, il existe des pilotages très simples, avec 2-3 séquences, c'est ok. Mais il y a d'autres sujets où on peut pas. Il faut approfondir, il faut bien comprendre, bien cerner les sujets. Bon, alors, l'arc réflexe. Selon son principe, c'est quoi ? La spiritualité du point de vue du matérialisme et l'expression individuelle dans le système des motifs de la personnalité de 2 besoins fondamentaux. Le besoin de la connaissance, le besoin social, de vivre et d'agir pour les autres. Donc vous voyez que ce besoin de vivre et d'agir pour les autres, il est à double tranchant. C'est que c'est une nécessité absolue pour l'être humain, parce que je pense qu'il s'annihilerait de toute façon tout seul. Donc on a besoin de vivre avec les autres et pour les autres. Mais on a besoin aussi de ne pas s'oublier pour les autres. Vous comprenez ? Donc j'en viens à la dépendance, notamment de nature affective. La dépendance, dans la définition de Grabovoi, elle concerne tous les médicaments, les stupéfiants, les dépendances physiologiques. Mais la dépendance affective, elle est placée au même titre aussi, parce que vous voyez, avec l'affection, quand on se fait des câlins, on sécrète de l'ocytocine, la dopamine, etc. Tout ça, donc c'est du même ordre en fait. Hein. On a tout ça en nous, dans notre cerveau, on peut tout stimuler nous-mêmes. Voilà, il suffit d'agir avec notre monde intérieur et extérieur pour activer ces processus. On n'a pas besoin de substances chimiques externes pour les activer. Vous voyez, il suffit de prendre quelqu'un dans ses bras pour sécréter de l'ocytocine, par exemple. Elle-même qui est l'hormone de l'amour et qui fait que l'amour, c'est le carburant de la vie et de la matérialisation de vos objectifs, etc., etc., tout ça. Voilà. Alors, gros volet sur les besoins. Besoins explicites, extravertis, introvertis, latents, primaires, secondaires, besoins transposition. Donc, énorme approfondissement à ce niveau-là. Parce que les êtres vivants, en gros, je vais pas tout détailler, mais pour ceux qui travaillent avec les tomes pour la normalisation psychologique, écrit en 2003, vous allez comprendre qu'en fait, l'être vivant va manifester la nature intentionnelle de son psychisme. L'organisme vivant, il va être incité à effectuer des activités indispensables pour conserver, développer un individu et toute l'espèce sociale, etc. Donc des besoins, on en a de toutes sortes. Et des besoins ont besoin d'être normalisés, parce que ça peut être des besoins d'agression, ça peut être des besoins de manger, ça peut être des besoins de se réaliser, ça peut être... Voilà, bon. Donc on va dire qu'on a détaillé à peu près tous les besoins, pour ne pas en oublier, et voilà. En même temps, on normalise l'attitude de masochisme. Bon, cependant, selon Grabovoi, le masochisme, c'est le terme qui désigne une perversion sexuelle, plutôt. Hein. Un lien entre le plaisir sexuel et la souffrance. Donc je pense que c'est tout ce qui est
BDSM, tout ça. Donc la souffrance, ça peut être psychologique ou psychique, et un masochiste, il va obtenir une satisfaction sexuelle à la suite des impacts physiques provenant de son partenaire, comme des humiliations, etc. Mais sauf que dans une relation amoureuse ou même pas amoureuse, enfin bref, si on éprouve de la souffrance psychique à être au contact de quelqu'un ou dans une relation, bah on est déjà dans le masochisme. Et dans ces cas-là, il faut normaliser pour mettre un stop à tout ça, ou changer en tout cas les lignes informationnelles en lien avec cet état qui est dégradé, dégradant, et qui est source de souffrance. Voilà. Alors, on en vient, culture, ère psychologique, moyen de coercition visant à rabibocher les individus avec une culture et à les récompenser pour leur sacrifice rendu. Hein. Vous voyez, là, on a un général, là, je sais plus qui disait qu'il fallait être prêt à laisser mourir nos enfants pour le conflit en Ukraine. Bah écoute, je pense que vous savez ce que j'en pense, et je sais très bien ce que vous en pensez aussi. Sacrifice rendu. Sacrifice rendu pour la famille, pour la nation, pour ci, pour ça, pour machin. Bah non. On normalise la culpabilité et ses sources, évidemment, parce que si on a peur, on se sent coupable de pas avoir fait un truc, d'avoir dit non pour un truc, alors que si on dit non, c'est légitime parce qu'on respecte ses besoins. Bah, il y a des gens qui ont pas de mal à respecter leurs besoins. On voyait Boulet qui va très facilement, voilà. Ça peut paraître surprenant, mais c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire aussi, et particulièrement au travail. Je veux dire, moi sur LinkedIn, je vois énormément de sujets comme ça défiler autour de ça. Voilà. C'est qu'un non, c'est non. Bref. Alors, on normalise la honte aussi, parce que si on a honte de culpabiliser, qu'on a peur et trucs, voilà. Alors, l'accentuation sensitive, pardon. C'est le sentiment suraigu d'infériorité, une frilosité, une émotivité accrue. Et donc, on a le sentiment d'infériorité lui-même. Donc, déficience réelle ou imaginaire ressentie par l'individu s'il remarque qu'on ne l'aime pas. Voilà. Pareil, ça vaut dans tous les domaines de vie. L'humanisme. Pourquoi ? Parce que voilà, l'humanisme, ça se manifeste par un profond respect à l'égard de l'être humain et de sa dignité. Hein, les personnes qui se sentent dans cette blessure d'humiliation ne se sentent pas dignes, hein, d'accord ? Donc c'est un travail là-dessus, ainsi que par la lutte active contre toutes les formes de misanthropie. Alors, la misanthropie, c'est la haine des autres êtres humains, je précise. On avait un philosophe célèbre qui avait fini misanthrope, hein, parce qu'il avait été beaucoup déçu par les humains, y compris les humains très très proches. Il y en a qui vont savoir qui c'est Schopenhauer. Voilà. Et il était misogyne aussi, profondément misogyne, parce qu'il avait une mère... voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Donc, ce terme va désigner des traits de personnalité qui vont amplifier justement ces qualités, telles que la connaissance de la vie, l'attitude positive à l'endroit des humains, de leur vie et de leurs activités, la charité notamment, et la cordialité, etc. Voilà. Rationalisation. Hein. La rationalisation, donc long processus aussi, mais globalement, il y a un travail de fait sur la dignité, l'estime de soi et le fait de ne pas éprouver de culpabilité et de honte. Quelque part, cette séquence aurait suffi à faire tout le travail, hein, aussi, parce que des fois, on a des séquences, vous savez, qui englobent énormément de concepts et d'aspects, et puis on a d'autres qui vont aller plus loin dans le détail, mais plus on va loin dans le détail, justement, plus on est précis, plus on va être efficace, plus on optimise ses chances de réussite et de normalisation et de résolution des problématiques. Mais comme je vous l'ai dit, hein, les évolutions se font comme des petites gouttes d'eau qui tombent sur la pierre, qui finissent par la creuser. C'est sur le long cours, en fait, que ce travail se fait. D'accord ? Alors, on normalise notamment la violence réactive. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui est dans la blessure d'humiliation, il va même pas réagir des fois. Voilà. Et inversement, on pourrait surréagir.
Donc c'est une violence qui va se manifester pour protéger sa vie, sa liberté, sa dignité et son bien. Liberté, vie, liberté, dignité. Et bien, bah oui, parce qu'une personne qui ne respecte pas ses propres besoins, qui se les fait pas respecter, bah il faut qu'elle sache aussi respecter ce qu'elle possède, faire respecter ce qu'elle possède. Donc voilà, c'est une forme de violence qui va être au service de la vie, qui va être destinée à la préserver. Une personne qui est dans la blessure d'humiliation va rester comme un escargot enfermé dans sa coquille, vouloir rien faire, alors que non, des fois, faut pas se laisser faire. Voilà, clairement, faut pas se laisser faire. Et donc, toute personne qui porte atteinte à sa dignité ou à ses biens durement acquis, son travail effectué à la sueur du front, sa liberté d'être, d'entreprendre, sa liberté de dormir. Et si on porte atteinte à tout ça, vous comprenez que on va pas se laisser faire. Voilà, donc vous voyez certains peuples qui se laissent pas faire parce que ils sont humiliés en permanence. Je pense aux Palestiniens par exemple, et vous voyez cette violence réactive en partie, c'est d'arrêter de se laisser tuer tout simplement, quoi. On veut protéger sa vie, sa liberté, sa dignité et son bien. Donc là, on est sur une forme de violence saine parce qu'elle est au service de la vie. Elle est destinée à la préserver. Ça veut pas dire qu'on doit tous devenir violents. C'est juste que des fois, faut pas se laisser faire. C'est non, tu ne touches pas mes affaires, je ne veux pas qu'on touche mes affaires, on ne touche pas mes affaires. Point barre. Voilà. Alors le fanatisme, ouais, ça rejoint un peu l'idolâtrie, tout ça. Donc bon, engagement indéfectible et sans alternative pour certaines convictions exprimées donc par une activité, une communication respective. Et donc l'individu qui est fanatique, il va être prêt à se sacrifier pour son idée. Donc la fidélité à son idée combinée à l'intolérance de la dissidence, bon, ok, ou au non-respect des normes éthiques qui empêchent d'atteindre ses objectifs. Donc le fanatisme est un phénomène de la psychologie de groupe, et donc vous savez qu'on a encore beaucoup à faire en la matière, notamment voilà, en lien avec les attentats qu'on a eus. C'est encore une fois des personnes qui s'oublient pour un groupe, pour une idéologie, pour tout ça. Donc ça aussi, on le normalise parce qu'il y a un moment donné, l'être humain, il a besoin de s'affranchir de tous ces trucs de la conscience collective aussi, et il a besoin aussi de faire respecter ses limites. Voilà. Donc il y a des périmètres, et donc l'objectif de ce pilotage, comme vous l'avez compris, c'est qu'en travaillant à travers tous ces axes, vous allez pouvoir normaliser des choses. Et vous verrez que voilà, on évolue. De toute façon, on a eu déjà des évolutions de ce type avec d'autres pilotages. Ça fonctionne, et les personnes, je pense qu'elles trouvent encore plus de bonheur dans leur vie au fur et à mesure parce qu'elles avancent, elles lèvent des peurs, elles acceptent de faire des activités ou des choses qu'elles voulaient pas faire, elles acceptent de s'offrir des choses qu'elles ne s'offraient jamais en temps normal, comme des biens matériels, comme des expériences, des choses comme ça. Donc vous voyez, ce travail, en fait, il est efficace sur le long terme, sur le moyen terme, on va dire, parce que bon, les musiques sont vraiment, vraiment utilisées que depuis 1 an à peu près, ou un peu moins. Mais on voit les résultats au fil des mois, de l'eau, etc. Et c'est génial. Parce que c'est peut-être des évolutions qu'on n'aurait pas obtenues en toute une vie et qui surviennent là. On accélère en fait tous les processus. On accélère le travail tout en étant en sécurité, parce que avec Grabovoi, on normalise, mais dans la sécurité. Donc c'est sûr que des fois on peut avoir des coups de calgon, ça fait partie du truc, mais voilà, on normalise, et puis ça passe, et on passe à autre chose, et on évolue, et on commence à faire d'autres choses, on commence à s'inscrire à des activités, on commence à s'offrir des trucs qu'on voulait pas faire avant. On accepte de rentrer dans des relations amoureuses où on ne voulait pas aller, etc., etc. Donc voilà. Donc voilà pour la blessure d'humiliation. Je vous invite à visiter la page. Vous avez un descriptif qui va être très différent de celui que je vous donne, mais voilà, pour que vous compreniez l'essentiel. Donc cette collection, pour moi, elle est bouclée. Enfin, non, vous n'avez plus qu'à profiter de ces outils pour aller mieux. Et je vous le souhaite de tout mon cœur, vraiment. Parce que moi, quand je vois les personnes changer leur vie de façon radicale, depuis qu'elles utilisent ces systèmes-là, cette technologie sonore,
Bah, franchement, je me dis: «Bah, ça sert à quelque chose que je continue, en fait, de le faire». Ça sert vraiment à quelque chose parce que c'est sûr et certain qu'en 20 ans, elles auraient pas fait ces progrès-là, de d'autres façons. Donc là-dessus, je suis, vraiment ravie et heureuse. Donc je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.